L'heure est grave, dans le quartier de Talu 2, au nord de Mayotte. Dans la cour d'un petit restaurant, une vingtaine de familles se réunissent pour la dernière fois, afin d'éviter le sort qui leur est réservé. D'ici quelques semaines, toutes leurs maisons seront rasées dans le cadre de l'opération Wambouchou, une intervention militaro-policière présentée comme inédite en France et accueillie avec espoir par une large partie de la population mahoraise qui ne supporte plus le développement de ces bidonvilles, considérés comme un symbole de pauvreté et de délinquance liés à l'immigration clandestine. Mais à Talu 2, comme dans une bonne partie de ces quartiers précaires, les habitants ne sont pas tous des étrangers en situation irrégulière. Il y a aussi des Français comme Abdourahmane, l'un des plus vieux habitants du quartier, et des étrangers en situation régulière, comme Fatima, la tenancière du restaurant. Nos enfants ne sont pas délinquants. Et l'État, il n'y a pas de délinquants. Je le jure. Il y a des gens qui habitaient là pendant 30 ans, 35 ans. Il y a certains qui ont eu même des compteurs d'eau, électricité. On était très inquiets. On parle souvent, on discute, on fera comment. Moi, j'ai dit, il faut prendre un avocat. Il faut engager un avocat. Parce que je vois qu'on a tel droit. J'étais allé à la maison, à la mairie. J'étais visiter la maison. Mais j'ai depuis la maison, c'est 2 pièces si petits et salon. Quand je dormais et tous mes enfants regardaient comment on fait l'amour, ça ce n'est pas bon à moi. Je ne suis pas les animaux sauvages, mais je suis un homme français comme tous les Français ailleurs et à Mayotte. Parfois installées depuis des décennies, ces familles sont censées bénéficier d'un relogement. Mais tous les concernés n'ont pas encore reçu de proposition. Et ceux qui en ont reçu se retrouvent face à un document pour le moins surprenant. Une simple adresse, sans aucune précision sur la superficie du nouveau logement, sans aucune prise en charge de décennies de meubles et d'affaires accumulés. Le tout pour une durée de 3 à 6 mois, dans une commune à l'autre bout de l'île. Alors certains ont déjà fui en détruisant leur propre maison pour la reconstruire ailleurs. Mais d'autres ont décidé de rester et de mener le combat devant les tribunaux. Assistés par leur avocat, ces familles rédigent leur situation personnelle pour mettre en lumière l'absurdité des propositions de relogement. On les emmène parce que même pour bosser le recours, ce sera plus simple de les avoir sous les yeux. Ceux qui ne savent pas écrire peuvent compter sur l'aide de Yannine, une Française de 19 ans, la plus jeune de l'Assemblée. Je me sens faible envers ce qui se passe. Je suis jeune, je peux rien faire, à part aider avec les dossiers et tout, mais je peux rien faire. Je n'ai pas refusé de quitter ma parcelle, mais je demande à être logé comme il se doit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une volonté de se maintenir dans un quartier insalubre. Le préfet, en fait, il est en train d'appauvrir la population de Mayotte. En faisant mine de résorber les bidonvilles pour les reloger dans quelque chose de temporaire et ensuite les faire sortir sans plus rien. Mais ils font comment ? Contre toute attente, les habitants de Talu 2 se retrouvent donc au cœur d'une situation brûlante. Malgré eux, ils incarnent désormais une résistance face à un objectif central de l'opération Wambouchou, à savoir la destruction des bidonvilles. L'histoire de ce bras de fer, c'est une véritable tragédie moderne. À la fois pour les partisans de Wambouchou qui ont placé beaucoup d'espoir dans une opération qui n'a pas rempli ses objectifs, mais aussi pour les familles ciblées par ces bulldozers. Pourtant, en ce début d'avril, dans le petit restaurant de Talu 2, l'espoir est encore palpable sur le visage de nombreux habitants. Personne ne semble encore se douter du drame qui se rapproche de semaine en semaine. Et quand je parle de drame, ce n'est pas seulement la destruction de toutes les habitations du quartier. Non, c'est bien pire que ça. Mais il est encore un peu trop tôt pour en parler. D'abord, reprenons cette histoire là où elle a commencé. Depuis le 24 avril, la France a déployé à Mayotte une opération qui fait couler beaucoup d'encre. Dans une précédente vidéo, nous nous sommes concentrés sur ces 2 premiers objectifs, à savoir la lutte contre l'immigration clandestine et la délinquance. On a notamment analysé la déception autour de ces problématiques qui, non seulement n'ont pas été résolues, mais qui ont empiré sur bien des aspects depuis le lancement de l'opération. Si tu n'as pas vu cette première partie, je t'invite à le faire, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi est-ce que la population mahoraise attendait avec impatience cette opération, tout en y mettant beaucoup d'espoir. Après, même si tu n'as pas vu ce premier volet, tu peux quand même suivre cette vidéo sans trop galérer. D'ailleurs, pas besoin d'être une lumière pour comprendre le niveau de tension qu'il peut y avoir autour des objectifs de cette intervention. Mais ce n'est rien en comparaison au 3e objectif de l'opération Wambouchou, qui prévoit la destruction des quartiers informels. Les soucis ont commencé dès la première étape de cet objectif. Car, pour détruire un bidonville, l'État doit au préalable réaliser ce qu'on appelle une enquête sociale.
C'est une étape nécessaire, ne serait-ce que pour éviter que des centaines d'habitants se retrouvent à la rue sans domicile. Ce qui a déjà été le cas à Mayotte, lors de destructions sauvages de bidonvilles menées par des collectifs radicaux. Ces débordements font suite à la réunion qui a eu lieu ce matin entre le collectif de soutien des délogés et le préfet de Mayotte à la recherche de solutions, mais pas de proposition concrète du préfet, d'où cette explosion de colère. Ça fait 16 jours qu'il squatte place de la République. Pour éviter ce cas de figure, il faut donc prendre en charge la situation des habitants au cas par cas. Mais comme tu le sais déjà, certaines familles de Talus 2 n'ont même pas été contactées. Et celles qui l'ont été, bon, bref. Pourtant, l'enquête sociale a bien eu lieu dans ce quartier. Alors, pour comprendre d'où vient le problème, prenons un peu de recul et regardons comment celui-ci est géré à Cavani, un quartier non loin de Talus 2. Ici, l'État prévoit de détruire une centaine de cases. En tant que journalistes, nous sommes donc invités à assister au marquage des habitations qui seront prochainement détruites. Sauf que la plupart des habitants ne sont même pas prévenus. Au petit matin, ils découvrent devant leur porte une armada de policiers, de journalistes et même le préfet en personne. Les maisons sont marquées à la bombe, alors même que les familles dorment à l'intérieur. Certains apprennent à ce moment même la destruction partielle ou totale de leur habitation construite parfois depuis des décennies. Et pour toute réclamation, il faudra contacter les travailleurs sociaux, plus tard. En gros, ils ont marqué un banga que l'on utilise. Mais du coup, là, on a juste vu ça et je voulais savoir quoi ils ont marqué. Je sais pas quoi penser, parce que là, je viens de me réveiller là et j'ai vu qu'ils sont passés. Vous étiez pas au courant que tout le monde allait débarquer? Pas du tout. Où est-ce que vous allez vous envoyer? Mais moi, je suis journaliste. Il faut demander à eux. Hein. Qui? À eux. Il est où? Attendez. Les services sociaux, ils sont où? La CFAV, elle est où? Ils sont partis, on dirait. Faut demander aux travailleurs sociaux, madame. Parce que là, il ne faut pas nous chercher comme des animaux comme ça. Dans ce contexte, difficile d'imaginer un climat de confiance qui aboutirait vers le relogement de tous ceux qui doivent l'être. Car dès cet instant, certains songent déjà à partir pour reconstruire un autre logement de fortune, ailleurs. Et c'est ainsi que la question des bidonvilles se déplace et s'aggrave. Désormais, pour beaucoup de Mahorais, ces quartiers sont devenus le symbole de toutes les tensions du territoire. Celui d'un département à l'abandon, où le manque d'investissement ne conduit pas les pauvres dans des HLM, mais dans des baraques insalubres, sans eau, ni électricité. Le symbole de zone à risque aussi, où la misère côtoie la violence, la drogue et la délinquance. Mais aussi celui d'hectares de foncier en péril, où le développement du moindre projet est impossible. Et enfin, le symbole d'une cohabitation parfois difficile entre des propriétaires terriens et des étrangers qui ne sont pas toujours en situation régulière. À son réveil, Abdou Omar découvre cette triste scène. Au moins 78 canards morts dans sa ferme. Il n'a aucun doute, c'est un empoisonnement. Ce sont des gens qui habitent dans le terrain de ma famille et s'il y a des interventions de la police, dit que c'est moi qui appelle la police. En représailles, le père de famille subit plusieurs agressions, des tentatives d'assassinat, des cambriolages à répétition et sa maison incendiée à 2 reprises. Alors certes, le problème est complexe et il faut éviter les généralités. Car dans certains cas, des marchands de sommeil s'enrichissent volontiers en louant des logements insalubres aux sans-papiers. Et cette population est parfois la seule qui ne refuse pas des travaux pénibles sur des parcelles agricoles possédées par des propriétaires locaux. Parfois les Mahorais nous font travailler et ils ne nous payent pas le premier mois, ni le deuxième, ni le troisième. Et après, au moment de nous payer, ils appellent la police pour nous faire expulser. Mais en ce début de mois de mai, l'heure n'est plus à la demi-mesure. La population veut des résultats sur la question des bidonvilles, quel qu'en soit le prix. Sauf qu'avec l'action justice entreprise par les habitants de Talus 2, l'objectif numéro 3 de l'opération de Wambouchou se retrouve en suspens. Le temps pour la préfecture de Mayotte de prouver le caractère adapté des propositions de relogement, tout en assurant la préservation des biens des habitants. Pour une large partie de la population mahoraise, ce retard est très mal perçu. C'est l'objectif raté de trop, la preuve ultime de l'impuissance de l'État et de ses fausses promesses. Cette fois-ci c'est clair, pour sauver les objectifs de Wambouchou, beaucoup estiment qu'il faudra se mobiliser dans la rue, pour soutenir l'action de l'État. Mayotte va alors engager une mobilisation inédite, qui dépasse les frontières de l'île au parfum. Mayotte, c'est le champion de France de la mobilisation sociale. Marqué par 3 grèves générales en moins d'1 décennie,
Son histoire moderne s'articule sur une succession de combats où le politique se mêle à la spiritualité. Et dans cette période éprouvante, marquée par moult déceptions, il n'est pas étonnant que cette force fédératrice se mobilise à nouveau. Tout commence le 27 avril, à Chirongui, au sud de Mayotte. Plus d'1 millier de manifestants convergent dès le matin sur le stade de la commune. Objectif : relancer l'opération Ouambouchou en mobilisant la population autour de ses objectifs. L'occasion également de mettre en lumière la communauté mahoraise qui s'estime incomprise dans ses aspirations. On parle du fiasco, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Que le Marais Galanta a été refoulé, que le premier décasage n'a pas été fait. Donc c'est normal que les Mahorais se sentent frustrés et ils parlent du fiasco. Ça c'est compréhensible. Mais je ne pense pas que l'État français ne va pas mettre tous les moyens qu'ils ont mis là aujourd'hui et s'arrêter en chemin. Je ne pense pas. Alors, histoire d'y voir un peu plus clair au milieu de ces images et de ces représentations, parfois difficiles à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout Mayotte, je te propose d'analyser la recette idéale d'une bonne manifestation mahoraise. Pour commencer, saupoudrer l'événement d'une prière collective. Laisser reposer le tout durant quelques heures avec des chants religieux, que l'on appelle ici débats. Un élément incontournable de la culture mahoraise et de ses mobilisations sociales. Et même si Mayotte est majoritairement musulmane, n'oubliez pas ses racines animistes. Avec minutie, versez quelques pincées d'offrande pour s'attirer la bienveillance des esprits. Nous, on a mis ça là pour les esprits de chez nous, là. Comme ça, ils viennent dans notre aide. Arrive l'étape du dressage et de son dress code à respecter. Pour ce faire, vous devez nécessairement vous procurer un tissu particulier qui est porté par toutes les femmes de Mayotte. Le salouva. Et pour un événement de ce genre, la tenue de référence, c'est celle-ci. Le salouva à fleurs d'ylang. C'est un emblème de l'île au parfum qui doit notamment son succès au salouva de Zenam Dere, un personnage historique majeur sur le territoire. C'est l'une des figures de proue du combat de Mayotte la française. À partir des années 60, cette femme et ses camarades ont mené une lutte radicale contre l'intégration de Mayotte dans le giron comorien. On les surnomme les chatouilleuses, en référence à leur pratique militante qui consistait à harceler des notables comoriens en leur pinçant les côtes, les bousculant et déchirant leurs habits. Comme de nombreux militants durant cette période, elles ont aussi eu recours à des actes plus violents. D'ailleurs, chatouilleuse, c'est juste le terme français. À Mayotte, on parle surtout de soroda, à savoir des soldats. Leur lutte a notamment été marquée par la mort de Zakia Madi, une chatouilleuse particulièrement respectée. Ce qui rappelle que le combat de Mayotte la française durant cette période, ça n'a rien d'une rigolade. Non! Signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excuse le terme. On parle d'une véritable déchirure dans la société mahoraise de l'époque qui se retrouve divisée entre les serrer la main, favorables à l'intégration de Mayotte dans le giron comorien, et les partisans du mouvement populaire mahorais, qui se battent au contraire pour que Mayotte soit un département français. Aujourd'hui, les leaders du combat de Mayotte la française sont célébrés comme des héros nationaux à Mayotte. Leurs visages sont portés avec fierté, comme des symboles de liberté et d'indépendance. Il n'est donc pas rare de retrouver leur emblème dans la plupart des manifestations mahoraises qui, en cette période de Ouambouchou, sont aussi organisées jusqu'à La Réunion. Et même à Marseille, capitale de la diaspora comorienne dans l'Hexagone, la communauté mahoraise se mobilise. C'est une véritable victoire pour les collectifs de Mayotte. Une galaxie d'organisations militantes et radicales qui constitue l'un des principaux moteurs de ces rassemblements. À ce stade, il n'y a donc plus aucune place pour la moindre critique vis-à-vis de l'opération Ouambouchou. Le niveau de radicalité se polarise jusqu'à atteindre un stade inédit. Si l'État ne se décide pas à prendre les choses en main, beaucoup de Mahorais sont prêts à livrer bataille. L'heure est venue de passer aux choses sérieuses, en dépassant un nouveau cap en termes de mobilisation sociale. Place à une forme d'action nouvelle, radicale et lourde de conséquences. Le 11 mai 2023, devant le centre de soins de Dzoumogné, une vingtaine de militantes entonnent une prière collective.
chacune a mis son plus beau salouva de combat pour passer à l'offensive. Dans tous les dispensaires de santé de Mayotte, des actions similaires sont en cours. À l'origine de la fronde, les fameux collectifs, gonflés à bloc par les manifestations des jours précédents. Leur objectif du jour s'inscrit dans une longue tradition d'actions choc, majoritairement dirigées contre les étrangers. Désormais, il s'agit de bloquer, ou du moins de perturber lourdement, tout le système de soins à Mayotte. Pourquoi ? Car celui-ci est considéré par ses militantes comme un service dont les étrangers sont majoritairement bénéficiaires. Or, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, les Comoriens sans papier ne sont alors pas expulsables en raison d'un conflit diplomatique provoqué par l'opération Wambushu. Dans ce contexte, pas question pour ces Mahorais en colère de laisser les étrangers se faire soigner à Mayotte. On ne peut pas me dire que la France n'a pas les possibilités de stopper Azali, ce petit nimbus qui est là corrompu jusqu'à la moelle épinière. L'action là, c'est blocage, on va dire, total, mais il y a des exceptions. Quand il y a des cas d'urgence, par exemple, quelqu'un qui est en train de faire un malaise et tout ça, on laisse passer. Mais ce sont les consultations au quotidien en masse, nada. La surpopulation au niveau des hôpitaux, on en a ras-le-bol. Leur intention est donc triple. D'abord, s'attaquer à un symbole très présent dans leur militantisme. Ensuite, protester contre le gouvernement comorien qui refuse les expulsés de Mayotte. Et enfin, mettre la pression sur le gouvernement français pour relancer l'opération Wambushu. Tout ça dans un climat d'embrasement très présent dans l'actualité. Sandy Faoulati, l'une des meneuses du blocage du centre de soins de Dzoumogné, a par exemple vu sa fille traumatisée dans l'attaque de son lycée. Et même si le leader de cette attaque était un jeune Français, la militante considère les étrangers comme les principaux responsables des problèmes de Mayotte. Pour pouvoir atteindre nos objectifs, on est obligé de souffrir. C'est comme quand on part à la guerre, il y a toujours des dommages collatéraux. Aujourd'hui, la maman que je suis démunie. Je ne sais plus vers qui me tourner pour qu'on puisse m'apporter de l'aide. Puisque personne ne m'entend, le seul moyen que j'ai trouvé avec mes camarades, c'est de bloquer pour que le gouvernement puisse entendre notre souffrance ici. Donc si ça fait de nous des xénophobes, je l'assume haut et fort. Je suis xénophobe pour protéger les miens. Si un blocage plus ou moins similaire se produisait dans l'Hexagone, il ne serait pas surprenant d'assister à l'intervention des forces de l'ordre. Mais à Mayotte, difficile d'imaginer des gendarmes hexagonaux sortir la matraque contre ces femmes, souvent âgées, et dont l'engagement militant est particulièrement respecté. Ainsi, lorsque ces mères de famille bloquent le service d'admission du principal hôpital de Mayotte, les forces de l'ordre ne s'y opposent pas. Les malades sont au contraire directement évacués pour laisser la place aux manifestantes. En toute discrétion, la direction du CHM annule ainsi l'ensemble des consultations. Les retards s'accumulent pour les malades, quelle que soit leur nationalité, ce qui conduit parfois à des situations très étendues. La situation est tellement grave là. J'avais un rendez-vous aujourd'hui pour venir consulter ma jambe. J'ai fait une fracture ouverte tibiale, un accident de moto. On m'a fait opérer la hanche, on m'a greffé une greffe d'os. J'ai très mal, la jambe elle commence à gonfler, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas normal de faire ça, bloquer l'hôpital. La tension commence donc à monter au sein de l'institution ainsi qu'aux abords des blocages. Dès le lendemain de notre interview avec Sandy Faoulati, le centre de soins de Dzoumogné est attaqué à la machette par un groupe d'hommes. La direction du CHM sort de son silence et active le plan blanc. Celui-ci acte officiellement ce qui était déjà le cas depuis plusieurs jours, à savoir l'annulation de tous les rendez-vous. Comme depuis le début de la mobilisation, seul le service des urgences est censé fonctionner. Mais il faut se frayer un chemin entre les membres des collectifs gonflés à bloc et des forces de l'ordre sur le qui-vive. Ce qui dissuade une bonne partie des malades et provoque l'exaspération du personnel hospitalier. Les collectifs parlent au nom d'une certaine tranche de la population de Mayotte, qui n'est pas la population entière du territoire. Ça, il faut bien en avoir conscience. On assiste à des entraves à l'accès aux soins, à des atteintes à la dignité de nos patients. On a des patients en situation de pathologie infectieuse qui sont contagieux, qui ne peuvent pas accéder à leur traitement et qui sont dans la nature. On parle de patients porteurs du VIH, porteurs d'IST. On parle de patients vulnérables, que ce soit des enfants avec des pathologies lourdes, des handicaps. C'est-à-dire que quand l'opération sera terminée, les soignants seront là pour ramasser les pots cassés. Avec la reprise partielle des reconduites à la frontière, le blocage des hôpitaux s'amenuise, progressivement. Mais pour une bonne partie des soignants, l'amertume est encore palpable. Et jusqu'à aujourd'hui, les conséquences de ce mouvement social, additionnées au contexte général de l'île, sont encore visibles. En témoigne notamment la désertion du personnel hospitalier, dans un département qui a pourtant tant besoin d'effectifs. Pour les membres des collectifs, ces désagréments constituent des dégâts collatéraux regrettables, mais nécessaires au regard de la gravité des enjeux.
Le cas de Safina Soula, présidente du principal collectif de Mayotte, est révélateur de cet engagement sans concession. Comme beaucoup de Mahorais, elle possède un terrain familial sur lequel elle cultive des produits locaux. Mais une bonne partie de cette parcelle est occupée par des squatteurs, dont la cohabitation vire parfois à la violence. C'est donc avec une détermination personnelle qu'elle s'engage au sein du collectif de défense des intérêts de Mayotte. Dans cette organisation, elle côtoie notamment celle qui deviendra la future députée de Mayotte, Estelle Youssoufa. Personnage charismatique, celle-ci porte alors la parole des collectifs sur les plateaux télé, quitte à proposer carrément d'attaquer militairement l'Union des Comores voisines. Sur Google Maps, on voit les usines Aquasa qui opèrent en juin. Ça prend 20 marins surentraînés de la Marine nationale, des forces spéciales, elles vont plastiquer ces usines. En une nuit, le problème est réglé. Depuis, les deux femmes évoluent dans des collectifs différents. Avec l'élection d'Estelle Youssoufa en 2022, la parole des collectifs résonne jusque dans l'Assemblée nationale. Des mineurs, des jeunes adultes, la plupart étrangers en situation irrégulière, que nous appelons terroristes. Et pendant que l'ancienne journaliste enchaîne les plateaux télé, Safina Soula, elle, garde ses deux pieds sur le terrain. Lorsque elle ou ses camarades estiment que les intérêts de Mayotte sont menacés, elle n'hésite pas à bondir en première ligne, quitte à assumer tous les risques. Il y a une guerre de territoire ici à Mayotte. Vous avez ceux qui arrivent, qui veulent absolument acquérir des terrains qui ne leur appartiennent pas, et les Mahorais, eux, qui ont laissé faire, qui ont donné, qui sont complices, parce que beaucoup sont enrichis sur le dos de ces gens-là. Il faut choisir ceux qui ont fauté pour pouvoir les corriger, il faut les sanctionner. Quand on nous accuse de racistes, de xénophobes, c'est pas un problème ça pour nous, parce que nous savons qui nous sommes et nous connaissons notre valeur. Nous avons trop accueilli des gens. Et aujourd'hui, il est hors de question de continuer à faire la même bêtise. Ils peuvent nous mettre tous en prison. Nous, on n'a pas peur d'aller en prison. Voilà. Là-bas, au moins, je prends 2, 3, 4 jours de repos. En tant que journaliste, couvrir l'opération Wambouchou fut un exercice particulièrement délicat. Comment trouver l'équilibre parfait entre une population désespérée, un personnel hospitalier à bout de souffle, des patients en situation de crise, des victimes traumatisées et des familles exposées à un degré de précarité sévère. Dans cette situation, garder la tête froide est un défi aussi difficile que nécessaire. Et je ne prétends surtout pas être parfait, ni exempt de critiques quant au travail qui a été produit. Je ne prétends pas non plus à l'objectivité, car il est impossible pour un être humain doté de sensibilité de ne pas être affecté par toutes ces scènes de détresse. Mais alors que je pensais avoir fait de mon mieux pour couvrir le gros de l'actualité, celle-ci est soudainement venue me rappeler que le plus difficile restait à venir. S'ouvre alors le dernier acte des déconvenus de Wambouchou. Un épisode particulièrement lourd qui, à l'instar de beaucoup de familles à Mayotte, m'a personnellement affecté. À Mayotte, la destruction des bidonvilles va-t-elle reprendre? Les habitants seront fixés en fin d'après-midi. La justice avait suspendu l'intervention des pelleteuses et des forces de l'ordre dans un bidonville. L'arrêt est attendu aujourd'hui. L'espoir aura été de courte durée pour les habitants de Talus 2. Après de nouvelles propositions de relogement plus précises et des garanties de la préfecture de Mayotte pour préserver les biens des habitants, la justice a finalement autorisé la destruction du quartier. Pour beaucoup de Mahorais, cette annonce suscite une vague d'espoir, mais pour les familles de Talus 2, c'est la panique et la désolation. Dans tout le quartier, les habitants détruisent et déménagent eux-mêmes leurs maisons. La plupart n'ont toujours pas accepté les propositions de relogement, considérées comme indignes et inadaptées. C'est notamment le cas de la famille de Yanine, dont le père, blessé au bras, se retrouve débordé face à tous les biens accumulés en une vie. Maintenant, on a dit qu'on va signer le schéma de 3 mois, je ne vis pas, jusqu'à Tunis 2. Alors, qu'est-ce que je fais là avec les enfants là, hein? Ça, c'est comme le prison. Je vais fermer 3 mois, après on va s'en aller. Donc les enfants ils vont dormir chez la voisine et toi tu vas dormir dans la voiture. Ah bien sûr, parce qu'il n'y a pas de choix. Mais il y a beaucoup de matériel ici. Il y a quelqu'un qui va venir t'aider là ou... Non, juste mon enfant là. Mais tu vois là, j'ai mal. Ouais, je vois. J'en ai marre quand même. Ici à Mayotte, on n'est pas des lois normales. Et pendant qu'il tente, tant bien que mal, de sauver ce qui peut encore l'être, la jeune Française révise son bac, dont l'une des épreuves est fixée le jour même de la destruction de sa maison. Heureusement, toutes ces difficultés ne l'ont pas empêché de décrocher son diplôme. Dans le fracas des tôles qui résonnent à Talus 2, les cris d'un homme se font entendre sur les hauteurs. C'est Abdourahmane. Malgré un avis favorable pour légaliser sa parcelle et une autorisation officielle de la mairie pour se raccorder, ce Français est condamné au même sort que ses voisins. Ça, c'est ma maison.
J'ai cassé moi-même ma maison. Parce que le préfet et le maire, il a cassé ma vie. Il a cassé ma vie complètement. Avec amertume, le père de famille déménage toutes ses affaires dans un local insalubre, prêté quelques mètres plus haut. Pour l'instant, le logement n'a ni eau, ni électricité. C'est pourtant sa nouvelle maison. Le temps de trouver mieux. La mairie, il m'a donné la maison là-bas, juste pour stockager matériel. Quand la pluie, l'eau, ça rentre beaucoup dans la maison. Et la porte est contreplaquée, il n'y a pas de sécurité. Il va dormir là où il a laissé son matériel. D'accord, là où il a posé le matériel. Il y a de la place pour dormir avec le matériel? Oui, chaque mois, 175 €. Pour dormir là-dedans? Oui. Là-dedans, là. Là, par mois, 175 €. Le 22 mai, à la levée du jour, des rangées de militaires convergent au pied de Talus 2. Lorsque les premiers rayons du soleil se dévoilent, les gendarmes pénètrent le quartier et reconduisent ses ultimes habitants. Jusqu'à la dernière minute, certains tentent de récupérer des affaires. Mais il faut faire vite, car les ouvriers sont déjà là pour couper l'eau et l'électricité. Et voilà les bulldozers de Wambushu qui débarquent, prêts à broyer ces tôles ondulées qui reflètent le soleil du matin. Et à 7h30... Comme le symbole d'un combat définitivement perdu, le restaurant de Fatima, point de départ de la contestation, est englouti dès les premières minutes. La mère de famille se tient loin du spectacle, incapable d'assister à une telle scène. Mais d'autres tiennent à être présents devant les ruines de leur domicile. La plupart du temps, ce sont des jeunes qui observent ce déluge de poussière, entre colère et indignation. Ça me fait mal, j'ai pleuré là, mon petit frère il est en train de pleurer, ça m'a fait mal. Parce que c'est là que j'ai grandi. Depuis que je suis née, j'habite là. Depuis qu'on est né, on est là. Moi, je suis française. Mes sœurs aussi. C'est quoi c'est ça l'avenir de Mayotte, ça? Après, il va dire qu'il y a des délinquants, alors que c'est à cause d'eux. C'est le jour de gloire pour Thierry Suquet, le préfet tant malmené depuis le début de l'opération. Aujourd'hui, il se déplace pour savourer une victoire. Qu'importe si au moment où il prend la parole devant la presse, une bonne moitié du quartier n'est toujours pas relogée. Seule ombre au tableau pour les autorités, le chahutage du maire de Koungou. Et puis il y a ce malaise d'un ouvrier chargé de détruire le quartier. En fin d'après-midi, il ne reste quasiment plus que des ruines et des charpentes qui seront brûlées à feu doux tout au long de la semaine. Et lorsque le soleil se couche sur Mayotte, Talus 2 est vidé et une bonne partie de l'opinion rassurée. Sauf qu'à ce stade, beaucoup n'ont pas conscience du drame qui s'est déroulé durant cette journée. Une tragédie dans la tragédie. Pour la comprendre, il faut remonter dans le passé et l'observer sous une autre perspective. Cet homme allongé sur un brancard s'appelle Abdallah Abdou Mahdi. Et ce n'est pas seulement un ouvrier chargé de détruire le quartier. C'est aussi un habitant de celui-ci. Comme ses voisins, ce Français mahorais s'était mobilisé durant des semaines contre la destruction de Talus 2. Ce n'est donc pas un inconnu pour le petit groupe de journalistes qui suivent de près l'actualité du quartier depuis le début de Wambushu. Avec une poignée de confrères, nous étions donc conscients depuis plusieurs jours du désarroi de cet homme, contraint par son travail de participer à la destruction de son propre quartier, qui comprend sa maison. Quelques jours avant ce drame, Mahdi avait confié à ses proches et un collègue journaliste qu'il ne souhaitait naturellement pas travailler ce jour-là. Mais ce jour de repos ne lui a pas été accordé. Le 22 mai, au petit matin, il débarque ainsi à contre-cœur sur le chantier, en se répétant qu'il va tenir le coup. Et lorsqu'il défile sur un brancard devant les passants, rares sont ceux qui sont conscients de la réalité qui se cache derrière cet homme mal en point. Cela malgré l'indignation de ses proches, qui n'hésitent pas à interpeller ses supérieurs. Ils ont donné l'autorisation de détruire sa propre maison, vous voyez, et sa propre maison qu'ils ont donné l'autorisation de détruire. Et lui, il a fait directement malaise, parce qu'il voit que sa propre maison, quand il détruit, il va dormir où? Avec leurs enfants, avec sa femme, avec toute leur famille. Et puis il a fait malaise, c'est normal. Ce 22 mai n'est donc pas le même pour tout le monde. Et lorsque notre téléphone sonne dans la nuit, une terrible nouvelle vient conclure cette journée de destruction. Nous sommes alors parmi les premiers à être prévenus.
Madi ne se relèvera pas. Son AVC est irrémédiable. Son épouse et ses enfants n'ont pas seulement perdu leur maison, mais aussi le pilier de la famille, décédé sur le chantier qui le conduisait à détruire son propre domicile. En tant que journaliste, la situation est alors très compliquée à gérer. D'un côté, il y a la famille de Madi, qui ne nous est pas inconnue, et dont il faut respecter la dignité dans le deuil qui l'attend. De l'autre, il y a l'opinion publique, qui n'est pas encore consciente des enjeux face à ce qui est présenté dans l'actualité comme le simple malaise d'un ouvrier. Sur le vif, dans la journée, nous avons pourtant partagé des éléments essentiels sur les réseaux sociaux. Mais ces informations sont balayées dès le lendemain, au travers d'un court article de Mayotte la Première, qui reprend la parole de l'entreprise de Madi sans contradictoire. Contre toute attente, une bonne partie de l'opinion publique accepte de croire un récit complètement lunaire, selon lequel Madi aurait été volontaire pour détruire le quartier qu'il tentait pourtant de préserver depuis des semaines, devant la justice. Quant à son AVC, au pied de sa propre maison, cela relèverait du hasard, voire d'un simple accident. Et lorsque le préfet est interrogé au lendemain de la destruction de Talus 2, c'est avec le sourire qu'il répond à des journalistes satisfaits. Talus 2, il y avait les objectifs annoncés avant l'opération, il y a eu l'opération et aujourd'hui on est à l'heure des bilans et il semblerait, si l'on en croit les informations que l'on a, c'est que tout se soit à peu près bien passé. Alors vous savez, l'heure des bilans sera pour plus tard. Oui. Alors 5 mois après son lancement, que retenir de Wambushu ? Déjà que l'insécurité n'a pas été réglée, comme on l'a déjà vu dans une première partie, ce qui n'a pas empêché les renforts de retourner quand même dans l'Hexagone. Et même si ces effectifs ont temporairement entraîné une augmentation des arrestations, la délinquance demeure un fléau quotidien. Sur l'immigration clandestine, l'échec est encore plus probant. La crise diplomatique provoquée par l'opération a entraîné l'arrêt des expulsions, puis son ralentissement. On est donc très loin des 10 000 expulsions promises. Et avec toutes ces mesures dérogatoires appliquées à Mayotte pour freiner les régularisations, la population sans papier ne semble pas prête de diminuer drastiquement. Reste l'objectif de résorption de l'habitat insalubre. Au lancement de l'opération, les autorités ont annoncé la destruction de 1000 cases dans le cadre de l'intervention. Sauf que beaucoup étaient déjà prévus bien avant son lancement. Donc à défaut d'avoir réussi l'action éclair qui était annoncée, ces 1000 cases à détruire sont finalement devenues un objectif annuel. Mais même là, celui-ci n'a rien d'exceptionnel au regard des précédentes opérations de destruction. Quant aux familles relogées, leur faible proportion n'a rien d'étonnant au regard des conditions dans lesquelles sont menées cette intervention. Le problème n'est pas simple, mais il n'est pas insurmontable non plus. Surtout quand on sait que de nombreuses familles ne souhaitent pas se maintenir dans un logement insalubre. Mais si Azali refuse ses propres ressortissants de Mayotte durant les crises diplomatiques, la France ne semble pas prête non plus à reloger ses citoyens de Mayotte dans l'Hexagone, là où les logements sociaux sont moins rares et les opportunités plus nombreuses. Wambushu est une grande déception pour les Mahorais. C'est aussi un échec pour Darmanin, qui, selon des sources bien informées, espérait capitaliser sur cette intervention pour briguer le poste de Premier ministre. Sauf qu'aujourd'hui, ce camouflet est éclipsé par un drame bien plus grave que tous les objectifs de l'opération réunis. Une catastrophe annoncée de longue date, mais pourtant absente des priorités de l'intervention. Il s'agit d'une sécheresse historique, la pire de toute l'histoire du département. Celui-ci vivait déjà au rythme des coupures d'eau depuis 2017, mais désormais, il ne reste que 2 jours d'eau courante par semaine. Et lorsque le réseau est rétabli, l'eau ressemble à ça. C'est une véritable catastrophe sanitaire et environnementale dont les perspectives sont franchement dramatiques. Car s'il y a un point où tout le monde sera d'accord, c'est bien l'impact du dérèglement climatique à Mayotte. Prendre en main ces problématiques avec modernité, ce n'est pas seulement une urgence pour Mayotte, mais aussi pour tous les autres territoires qui seront inexorablement confrontés à ces mêmes problématiques. Mayotte a besoin d'un Wambushu social, d'une armada d'ouvriers, d'ingénieurs, de techniciens, de juristes, de travailleurs sociaux, pour faire face à ces défis. Mayotte a besoin de justice et d'équité, ce qu'elle n'a jamais cessé de réclamer, de grève générale en grève générale. C'est la moindre des choses pour la France, cette soi-disant grande puissance qui ne le serait peut-être pas autant si elle ne s'était pas invitée sur toutes ces îles lointaines, comme Mayotte. Quant à savoir si l'île serait plus heureuse au sein de l'Union des Comores, ce pays qui revendique toujours sa souveraineté sur l'île en se basant sur plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est avant tout aux premiers concernés de se positionner sur cette question, à commencer par les Mahorais eux-mêmes. Et même si aujourd'hui leur réponse semble plutôt claire, cela ne doit pas empêcher de construire un lien solide et durable
avec des îles voisines dont le destin est étroitement lié. Alors on ne résoudra peut-être pas tous ces défis en une semaine, mais on peut déjà commencer par marcher dans la bonne direction. Sortir l'île de l'indifférence, c'est un premier pas. Et si celui-ci peut nous conduire vers un avenir moins obscur, alors il n'est jamais trop tard pour prendre cette route et inviter d'autres esprits bienveillants à marcher avec nous. Donc si tu as aimé cette vidéo et que tu penses que ces informations méritent d'être diffusées davantage, alors je t'invite à la partager et à soutenir ce travail réalisé en totale indépendance. Rendez-vous très prochainement sur cette chaîne ou ailleurs.